Merci de suivre ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. Au menu de ce nouveau numéro, suspension à nouveau des discussions de paix au Sud-Soudan. Kiir et Machar n'accordent pas leur violon pour un gouvernement d'union. En Égypte, le verdict est tombé. 7 ans de prison pour 3 journalistes d'Al Jazeera accusés de diffamation pour atteinte à la sûreté de l'État. Et puis, Côte d'Ivoire, révélation sur un scandale français. C'est le sous-titre de Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien, traite Sarkozy d'arrogant. Un livre à paraître ce 26 juin. Sarkozy, chez lui, à la place des idées, il y a l'arrogance. Hollande, je n'en ai jamais rien entendu et je n'en attends rien depuis sa prison de La Haye aux Pays-Bas où il attend son procès pour crime contre l'humanité. Laurent Gbagbo n'est pas tendre avec les politiques français. Dans son livre Pour la vérité à la justice, à paraître le 26 juin prochain, l'ancien président ivoirien livre une part de sa stratégie de défense à venir, ne serait-ce que dans le sous-titre Côte d'Ivoire, révélation sur un scandale français. Le Point publie des extraits du livre. Lundi 23 juin dernier, Laurent Gbagbo assure notamment avoir financé la campagne présidentielle de Jacques Chirac en 2002. L'ancien président ivoirien s'attaque ensuite aux dirigeants français actuels. François Hollande venait me voir à mon hôtel chaque fois que j'étais à Paris. Je n'en ai jamais rien attendu et je n'en attends rien. Les socialistes français ont un complexe. Ils veulent faire croire qu'ils gouvernent comme la droite. Un livre qui paraîtra ce 26 juin. Résultat du scrutin présidentiel en Mauritanie, le candidat sortant gagne à plus de 81% des voix. Sans surprise, Mohamed Ould Abdelaziz a été réélu à la tête de la Mauritanie à l'issue du scrutin présidentiel organisé le 21 juin dernier dans le pays. Le chef de l'État sortant a obtenu 81,9% des voix selon les résultats provisoires publiés dimanche par la CENI. C'est finalement Biram Dahbey, président de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie et novice en politique, qui a raflé la deuxième place avec 6,67% des voix. Boïdjel Ould Oumey, leader d'El Wiyam, qui se présentait pour la première fois à la présidentielle, est arrivé en troisième position avec 4,50% des suffrages. Quant à Ibrahim Sarr, il se classe en quatrième avec 4,5% des voix, un score similaire à celui qu'il avait obtenu en 2009. Enfin, Lala Myriam Milt Moulay Idriss, inconnue des Mauritaniens avant l'élection, termine dernière avec 0,49%. Le taux de participation, très attendu suite à l'appel au boycott d'une grande opposition, s'est officiellement élevé à 56,46%. Première visite de l'émir du Qatar en France. Le nouvel émir, Cheikh Tamim Ibn Hamad Al Thani, effectue ce lundi sa première visite officielle en France. Au menu de cette visite, l'avion de combat Rafale que la France espère vendre à l'Émirat, mais aussi les relations franco-qatariennes après l'ère Nicolas Sarkozy. En Égypte, 7 ans de prison pour 3 journalistes d'Al Jazeera. Le verdict du procès de ces 3 journalistes est tombé ce lundi après un procès de près de 4 mois ouvert le 20 février dernier. L'Australien Peter Grest, le Canado-égyptien Mohamed Fahmy et l'Égyptien Baher Mohamed, tous 3 basés en Égypte, ont été condamnés à 7 ans de prison. La justice égyptienne leur reproche d'avoir diffusé de fausses informations dans le but de saper l'intérêt national et d'avoir aidé des proches des frères musulmans en leur fournissant informations, argent et matériel. Les médias égyptiens ont suivi l'affaire à la manière d'un roman d'espionnage. Les 3 journalistes se retrouvaient sur le banc des accusés étaient présentés comme appartenant à une certaine cellule Marriott, un nom qui se réfère à l'hôtel du Caire où ils logeaient. 11 autres journalistes jugés par contumace, dont 2 Britanniques et une Néerlandaise, ont été condamnés à 10 ans de prison. Les 3 journalistes n'ont pas cessé de clamer leur innocence à la chaîne Al Jazeera, qui les a toujours soutenus. Le secrétaire d'État américain John Kerry s'était entretenu sur le sort des 3 hommes avec le président égyptien dimanche au Caire. Une intense agitation politique qui est restée sans effet. Justement, parlant du secrétaire d'État américain, John Kerry est arrivé lundi
à Bagdad pour une visite impromptue 2 semaines après le déclenchement d'une offensive des djihadistes de l'Est islamique en Irak et au lever. Le chef de la diplomatie américaine qui doit s'entretenir avec le Premier ministre irakien, le chiite Nouri al-Maliki et d'autres dirigeants, les exhortera à former un gouvernement plus large pour contrer l'avancée des djihadistes sunnites. Dimanche, John Kerry soulignait à la suite de Barack Obama qu'il n'appartenait pas aux États-Unis de choisir les dirigeants au pouvoir à Bagdad, mais ajoutait cependant que la pratique du pouvoir de Maliki avait provoqué le mécontentement parmi les Kurdes, les sunnites et une partie des chiites. Au Soudan du Sud, les pourparlers de paix sur le conflit ont été à nouveau ajournés lundi sans avancée sur la formation d'un gouvernement d'union ou la mise en place d'un cessez-le-feu ont annoncé les partis et la médiation. Les deux camps, gouvernement et rebelles, qui s'affrontent depuis le 15 décembre dernier dans la plus jeune nation du monde, indépendante depuis juillet 2011, boycotter les négociations officiellement réouvertes après une rencontre le 10 juin entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président et désormais ennemi Riek Machar. Lors de cette rencontre, Kiir et Machar s'étaient engagés à mettre en place un cessez-le-feu conclu à 2 reprises mais jamais appliqué et former un gouvernement de transition sous 60 jours. Le camp de Riek Machar, qui refusait de reprendre place autour de la table en raison d'un désaccord sur la participation d'organisations religieuses, associations ou partis politiques, a confirmé la suspension des discussions. L'autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, organisation est-africaine assurant la médiation, a dans son communiqué appelé les deux parties à assumer leurs responsabilités et reprendre les négociations pour résoudre la tragique situation au Sud-Soudan. Somalie, l'aviation kenyane bombarde des bases Shebab dans le sud. L'aviation a bombardé des bases islamiques Shebab dans le sud de la Somalie, annonce faite lundi par la force de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, selon laquelle des dizaines d'insurgés ont été tués. Le bombardement a visé dimanche les villages d'Anol et Kudai dans la région méridionale de la basse Juba dans le cadre d'une offensive entamée en mars dernier par la force africaine qui est déployée depuis 2007 en Somalie pour y combattre les Shebab liés à Al-Qaïda. La force africaine affirme que plus de 30 combattants Shebab ont été tués à Anol et plus de 50 insurgés à Kudai. Et puis en Afrique du Sud, le corps sans vie de 8 hommes soupçonnés d'être des mineurs d'or clandestins ont été retrouvés près d'une mine désaffectée de la banlieue est de Johannesburg. Victimes d'une exécution sommaire de sources policières, lundi, 2 corps ont été retrouvés au fond et 6 à la surface aux abords de ce puits de mine d'or désaffecté à Benoni. Nous ne savons pas pourquoi ils ont été tués, a précisé Lungelo Dlamini, un autre porte-parole de la police. Johannesburg est cerné d'anciennes mines d'or, témoignant de plus de 100 ans d'exploitation a démarré en 1886 et qui a fait du pays le premier producteur mondial en 2007. C'est tout pour ce tour d'horizon sur l'actualité internationale sur IGFM. Merci de surfer sur le site. On se retrouve demain.